Alors, merci d'être avec nous pour Face à Philippe de Villiers. Cher Philippe, bonsoir. Bonsoir Elliot, bonsoir Geoffroy. Bonsoir à tous. Ça devait être la semaine dernière, mais vous avez décidé de prolonger l'aventure jusqu'au premier tour des législatives, au moins. Ouais, vous savez pourquoi? Allez-y. Parce qu'en fait, je rêvais depuis longtemps, depuis 1993, de pouvoir un jour adresser mes vœux de bon anniversaire à ma fille Blanche. Oh. Elle est née le 21 juin et je lui souhaite bon anniversaire. Eh bien, écoutez, on peut s'associer à cet anniversaire. C'est ce que je voulais vous demander. Eh bien, on embrasse très fort. Bon anniversaire, chère Blanche. Et que tous les gens qui nous regardent, elle lui envoie un message, ça lui fera plaisir. Eh ben, écoutez, vous voulez qu'on mette son numéro de téléphone en direct? Parce que vous savez que on avait une expression pendant toute cette saison, je vous disais, on dit tout aux téléspectateurs, cher Philippe, face à Philippe de Villiers est une réussite en termes d'audience, c'est une réussite pour les téléspectateurs, pour les Français. Et vous avez l'habitude de tutoyer le million, c'est-à-dire que les pics d'audience, on était aux alentours d'1 million. Et si je ne m'abuse, il y a 2 semaines, vous ne le tutoyez plus le million, vous lui serrez la main. Oui. Non, mais la semaine dernière déjà. Et la semaine dernière également. Voilà, incroyable. Eh bien, écoutez, un joyeux anniversaire à Blanche, et c'est une belle respiration, je ne m'y attendais pas, parce que on va traiter de sujets extrêmement lourds, cher Philippe de Villiers, dans cette émission. Et à la une cette semaine, c'est ce drame à Courbevoie et l'antisémitisme venu percuter les élections législatives. Une enfant de 12 ans a été victime de viols et de violences à caractère antisémite. 2 garçons mineurs ont été mis en examen, notamment pour viol en réunion, agression sexuelle, tentative d'extorsion. Une 3e personne a été placée sous le statut de témoin assisté pour les faits de viol, mise en examen pour le reste des infractions visées. Alain Jakubowicz était l'invité de Pascal Praud jeudi matin. Écoutez son cri du cœur. Du haut de mon âge, de mes décennies de combats, d'échecs, de défaites, c'est que je me pose la question aujourd'hui. Et je ne suis pas le seul, Pascal. Y a-t-il un avenir pour les Juifs en France? Et quand on voit le président de la République qui ne sait plus quoi inventer, qui est hors sol, qui vient nous dire on va mettre une heure de discussion sur l'antisémitisme dans les écoles, mais il y va, lui? Il va se colter les problèmes. Ils n'en ont pas assez, les enseignants, de problèmes, de pouvoir évoquer cette question. Alors on a dit racisme et antisémitisme pour essayer de... Mais où sommes-nous? Mais qui le conseille? Monsieur le Président de la République, il y a un endroit où vous deviez être. C'est la grande marche contre l'antisémitisme. Parce que vous représentez l'ensemble des Français. Vous êtes tous les Français. J'ai plus de mots. Enfin, une gamine violée parce qu'elle est juive, qui reproduise ce que l'on dit, et la responsabilité de ce parti antisémite. Le premier combat contre l'antisémitisme, c'est de battre ces antisémites. Et je cite des noms. Les Portes, les Caron, les Panot, les Soudet, les Obono n'ont rien à voir à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas leur place. Geoffroy Lejeune. Cette question, Philippe, de l'antisémitisme, vous la connaissez par cœur depuis longtemps, pendant votre vie politique, aujourd'hui médiatique. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il y a encore un avenir pour les Juifs en France? C'est une vraie question et je suis touché par le témoignage très ému d'Alain Jakubowicz. De même que vous avez peut-être vu la manifestation devant l'hôtel de ville, où on voyait des Français juifs qui étaient désemparés et qui lançaient un cri de détresse. Ils sont dans le désarroi parce qu'en fait, je pense que la classe politique ne veut pas aller au bout de l'analyse. Et moi, je voudrais y aller ce soir. Allez-y, Philippe. Il y a 3 antisémitismes qui se conjuguent, qui s'entraident en quelque sorte, qui se font la courte échelle. Le premier antisémitisme, c'est l'antisémitisme criminel. Une fillette de 12 ans qui est violée, torturée. Ce n'est pas un fait divers, parce qu'on retrouve la sémantique, salle juive, Israël, Palestine, et on retrouve les codes
la menace de la brûler, les codes de l'islamisme punitif. Donc nous sommes devant un crime antisémite. Alors, on voit les politiciens, spécialement de l'extrême gauche, qui font un communiqué, un tweet, la génuflexion oblique du dévot pressé, pour passer à autre chose. Parce que tout le monde est gêné. Tout le monde est gêné, pourquoi ? Parce que, en fait, derrière l'antisémitisme criminel, il y a un antisémitisme d'atmosphère, pour reprendre le mot de Keppel. L'antisémitisme d'atmosphère prépare et favorise l'antisémitisme criminel, comme la nuée porte l'orage. Et d'où vient-il cet antisémitisme d'atmosphère ? Il vient de la stigmatisation des Français juifs et des Juifs en général. Et il vient de l'instrumentalisation du conflit entre Israël et les Palestiniens à Gaza, en accusant, au nom de la terre entière, Israël. Cet antisémitisme d'atmosphère, il est particulièrement flamboyant dans l'extrême gauche du nouveau Front populaire. J'ai observé Jean-Luc Mélenchon pendant cette période. Il a fait un tweet qu'il faut lire et relire. Et il explique qu'en fait, la cause du viol de la fillette de Courbevoie, c'est en fait la masculinité toxique. C'est-à-dire qu'il reprend le discours wokiste, le blanc hétérosexuel, colonial, etc. Et à la fin, il y a le mot antisémite, juste à la fin. Il ne peut pas faire autrement. Et récemment, il a déclaré, il faut que tous les spectateurs le sachent, que l'antisémitisme en France était résiduel, alors que les actes d'antisémitisme ont augmenté de 300% par rapport aux 3 mois de 2023. Et donc, en fait, cet antisémitisme d'atmosphère, il s'est libéré, en quelque sorte, à partir du 7 octobre. Mais derrière l'antisémitisme d'atmosphère, il y a un troisième antisémitisme dont personne ne parle. Et vous allez voir pourquoi. C'est l'antisémitisme d'importation. Cet antisémitisme d'importation, il a été signalé il y a 20 ans par Jean-Pierre Aubin, le rapport Aubin, à l'école, et par Georges Bensoussan, les quartiers perdus de la République. Il y a 20 ans, 2005, 2004, 2005. Et cet antisémitisme d'importation, il est dû au fait que les quartiers perdus de la République sont des quartiers conquis où s'est installée une nouvelle population avec d'autres mœurs, d'autres croyances, d'autres coutumes et un antisémitisme latent qui vient de l'Orient. Alors la question qu'il faut poser, c'est d'où vient cet antisémitisme d'importation, c'est-à-dire qui est responsable ? Eh bien, les responsables, c'est la classe politique qui, depuis 50 ans, nous a expliqué, je l'ai vécu et j'en ai souffert, qui nous a expliqué que l'immigration était une chance pour la France. Je me souviens de conversations terribles avec un ami qui s'appelait Bernard Stasi, qui était un homme très sympathique, très ouvert, etc., mais très naïf. Il a écrit un livre, « L'immigration, une chance pour la France ». Et je lui ai dit, tu verras, Bernard, tu vas importer l'antisémitisme en France. Tu ne te rends pas compte. Alors, il en était, lui, encore à expliquer, attention, le point de détail, etc. Mais comme l'a dit très bien Mathieu Bocoté, aujourd'hui, l'antisémitisme, c'est le point de détail pour la gauche. Et donc, en réalité, la classe politique qui continue aujourd'hui,
comme hier, avec Emmanuel Macron, à faire rentrer 500 000 personnes par an. C'est le chiffre de 2023. Elle ne se rend pas compte, ou elle ne veut pas se rendre compte, en installant une contre-société en France, on installe une contre-société qui, évidemment, est imprégnée de l'antisémitisme des territoires d'où vient cette population. Parce que c'est une autre civilisation et elle règle ses comptes ancestraux avec Israël. Voilà. Et donc, en fait, si on veut arrêter l'antisémitisme d'importation, il faut stopper l'immigration invasive. Voilà ce que vous pouvez dire sur la question de l'antisémitisme et ce drame de Courbevoie. À 20h ce soir, pour la première fois, l'avocate de la famille prendra la parole sur CNews dans l'heure des pros, maître Muriel Waknin-Melki. Si l'antisémitisme, comme vous étiez en train de l'expliquer, est un combat de tous les instants perdu depuis 50 ans par les responsables politiques, comment s'associer pour les législatives à ceux qui considère que l'antisémitisme est résiduel. Vous en avez parlé. Pour lutter contre l'extrême droite, s'est formé le Front populaire. Dans les intentions de vote, ce front représente le deuxième bloc politique en France. Alors, par exemple, Jean-Marc Ayrault soutient l'ancien Premier ministre qu'il faut tout faire contre l'extrême droite. Aujourd'hui, un fait écrase tout. L'extrême droite est aux portes du pouvoir. Je vous propose cet échange entre une femme et Raphaël Glucksmann, qui a peur de l'alliance avec LFI et les partis de gauche. Écoutez, c'était ce jeudi. Ça me fait quand même très peur, l'alliance qui a été faite avec certaines personnes du Front populaire. J'avoue que j'ai peur. Mais là, honnêtement, c'est pas la NUPES 2. Ils n'ont pas le contrôle de cette coalition. Et encore une fois, qu'est-ce qui fait le plus peur entre une LFI diluée dans une coalition ou un Rassemblement national qui prend le pouvoir seul? Et le problème qu'on a, c'est que Emmanuel Macron, en décidant de cette dissolution et en laissant 15 jours à l'ensemble de la classe politique pour s'organiser et à la campagne pour avoir lieu, en réalité, il a, comme il le dit lui-même, jeté une grenade dégoupillée au milieu du pays. Et face à cela, la responsabilité essentielle, c'était de tout faire pour que le Rassemblement national n'ait pas de majorité absolue. Et vous savez, moi, j'ai les mêmes préventions que vous. Hein. Oui, mais je pense. Oui, mais ça fait peur. Oui, mais je comprends tout à fait. Mais ce qui fait le plus peur, c'est quand même que le Rassemblement national l'emporte. Oui. Geoffroy Lejeune, vous avez une question pour Philippe de Villiers. L'échange est intéressant parce qu'on voit que M. Glucksmann est très gêné en réalité, mais pour autant, il fait partie. Si elle avait poussé les feux, il aurait avoué qu'il vote Bardella. Et on n'en est pas loin, là. Et on voit extraordinaire. Hein, on voit bien que même s'il est très gêné, il fait malgré tout partie de cette alliance, comme tous les partis de gauche, et que finalement, cette alliance, ce nouveau Front populaire, il a une dynamique électorale qui est créée par l'union. S'il gagnait, puisque c'est la question qu'on se pose aujourd'hui, Philippe, à quoi ressemblerait la France ? Ah, c'est la question centrale, en fait. Alors, première chose, alors j'ai écouté le discours du 14 juin de Jean-Luc Mélenchon et j'ai lu son interview ce matin dans le Figaro. Et j'ai appris au fil des ans à lire entre les lignes et entre les intonations. Surtout, je lis le Mélenchon dans le texte. C'est-à-dire, je décrypte. Parce que c'est un trotskiste. Donc c'est un art, le trotskisme. Un art politique pour éliminer les adversaires. Avec des mots d'abord, puis ensuite on tue. On élimine. Alors, là on est dans la première phase. On est dans la phase du gouvernement provisoire du printemps 1917. Karansky est au pouvoir. Olivier Faure, Fabien Roussel et tous les autres. Ils sont tranquilles. Ils ont fait la coalition vantée par Mathilde Panot. Tout va bien. Il y a déjà les purges. C'est drôle parce que les trotskistes, entre eux, ils n'utilisent pas des mots
que nous, on ne comprend pas. Ils utilisent leurs mots à eux, leur langage, carrément. Donc, il a dit, il y a les purgés et les alliés. François Ruffin, les purgés. Ah oui, ça évoque quelque chose, les purgés. Donc, il y a eu les premières purges. Bon, mais tout ça est normal, tout ça rentre dans l'ordre. Vous noterez que Rima Hassan, hier ou avant-hier, a dit non, non, la ligne créole, c'est moi, devant Mathilde Panot. Donc, en fait, rien n'est jamais trop pur pour un pur qui épure les impurs. On a connu ça pendant la Révolution française. Et puis va arriver, s'ils arrivent au pouvoir, le moment où on passe à octobre 17. Octobre 17, tous les Kerensky sont éliminés. Les Roussel, les Olivier Faure, c'est fini pour eux. Et là, on a le leader Maximo qui arrive et qui commande. Ça, c'est la première chose. Mais ce n'est pas la plus importante. En d'autres termes, on aura une dictature trotskiste ou léniniste et islamo-gauchiste, le tout dans le même personnage. Donc on a intérêt à numéroter les abattis quand même, spécialement ici à CNews. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qu'il dit dans le Figaro et ce qu'il a dit le 14 juin. Il dit ceci: je vous propose la nouvelle France. Ce n'est pas la nouvelle France du Saint-Laurent de Mathieu Bock-Côté, c'est la nouvelle France de Jean-Luc Mélenchon. Ce n'est pas pareil. Alors c'est quoi la nouvelle France de Jean-Luc Mélenchon? Il explique, quand on lui pose la question, alors, quand je suis né, il y avait chaque Français avait un grand-parent sur 10 qui était étranger. Aujourd'hui, c'est 1 sur 4. Voilà la direction à prendre, ajoute-t-il. Voilà la direction à prendre pour le nouveau parti populaire, le nouveau Front populaire. Alors bon, on se dit, il veut plus d'immigration, mais il faut aller plus loin. Dans le programme, il y a un petit codicille qui est passé inaperçu, sauf de ceux qui ont beaucoup d'expérience et qui sont là pour détecter au magnétomètre à protons, à la poêle à frire, ce que le commun des mortels ne voit pas. Ce petit codicille, c'est un grade de radium d'une puissance infinie. C'est le statut du déplacé climatique. Alors, pourquoi les gens ne voient pas? Parce qu'ils se disent, réfugiés climatiques, déplacés climatiques, tout ça. Non, ce n'est pas du tout pareil. En France, il y a le droit d'asile qui est régi par la Convention de Genève 1951 et par le Code du droit d'asile. Et en fait, il s'applique, le droit d'asile, aux réfugiés qui peuvent prouver qu'ils craignent pour leur sécurité. Donc ce sont des réfugiés potentiels. Le déplacé climatique, c'est autre chose. Le programme du nouveau Front populaire prévoit une route. On va chercher d'ailleurs les migrants en mer, c'est prévu, avec une agence, une route, une grande route, même une autoroute, pour aller chercher, par exemple, les déplacés climatiques. Il prend l'exemple du Bangladesh, avec les inondations, etc. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'il faut mettre en relation ce nouveau statut prévu par le nouveau Front populaire avec une interview sur Thinkerview, qui était une radio tout à fait remarquable, une télé, pardon, tout à fait remarquable, indépendante. Et là, Jean-Luc Mélenchon dit, oui, il faut prévoir 260 millions de déplacés climatiques. 260 millions. Et il ajoute, avec un sourire, entendu, une France à 100 millions, on pourrait en faire des choses. Et voilà, tout est dit. Il veut refonder la France, c'est-à-dire la dépeupler pour la repeupler. En d'autres termes, l'immigration devient, chez Mélenchon,
et chez le nouveau Front populaire une arme par destination pour dissoudre les peuples, les cultures et les héritages. Si le nouveau Front populaire arrive au pouvoir, la France va muter. Ce sera un saut qualitatif brusque au sens de Feuerbach. C'est-à-dire que nous aurons un socialisme prédateur et la charia. C'est-à-dire que la France, ce sera la Corée du Nord plus l'Iran. Voilà ce qui nous attend. Et il faut le savoir. On a parlé du Front populaire lors de la première partie. Je voulais qu'on s'arrête un instant. En cas de marée rouge, il n'est pas impossible de voir à l'Assemblée nationale Philippe de Villiers, Philippe Poutou, aux côtés de David Guiraud, de Louis Boyard, d'Aymeric Caron, et non loin de ces élus, François Hollande, l'ancien président de la République, a tapé dans la main de ce nouveau Front populaire à situation exceptionnelle, décision exceptionnelle, expliquait-il samedi dernier. Écoutez. Si j'ai pris cette décision, c'est parce que j'ai estimé que la situation était grave, plus qu'elle ne l'a jamais été. Grave parce que le danger représenté par l'extrême droite est aujourd'hui avéré. Jamais l'extrême droite n'a été aussi proche du pouvoir depuis la Libération. Comment rester indifférent ? Ensuite, parce que s'est installée, notamment depuis plusieurs jours, une confusion politique regrettable. Des ralliements, des conciliabules qui ne donnent pas une envie pour les citoyens de se réengager. Or, il faut qu'ils se réengagent. Aujourd'hui, il est décisif qu'il y ait une mobilisation la plus forte possible et donc je dois moi-même, à situation exceptionnelle, prendre une décision exceptionnelle. Geoffroy Lejeune pour Philippe de Villiers. Philippe, vous connaissez bien François Hollande, vous l'avez côtoyé, affronté pendant très longtemps. Vous avez un regard critique sur son bilan de président de la République, c'est un euphémisme. Comment vous jugez aujourd'hui ce retour en politique ? Est-ce que c'est une honte ? Est-ce que c'est parfaitement normal selon vous ? Alors, oui, c'est normal. Je vais vous dire pourquoi. En fait, il est un héritier et un devancier. Il est un héritier parce que tout a commencé en 1983 avec François Mitterrand, qui a ouvert la France au libre-échangisme mondialisé. Et c'est là que commence l'hémorragie des délocalisations, la fin des usines et la fin de la classe ouvrière. Et je vais vous citer une anecdote que vous connaissez sans doute, mais que les téléspectateurs ne connaissent pas forcément. C'est François Mitterrand qui accueille chez lui Bernard-Henri Lévy et quelques hommes politiques, et Harlem Désir, etc., création de SOS Racisme, pour leur dire, voilà, il y a eu l'étoile jaune, maintenant il faut qu'on fasse la main jaune. C'est-à-dire qu'on change d'électorat, on change de lumpenprolétariat. Donc la main jaune, tout le monde portait la petite main jaune, je ne sais pas si vous vous souvenez, les anciens s'en souviennent. La petite main jaune, c'était l'étoile jaune à venir, c'est-à-dire en fait, le nouveau peuple élu, c'est le peuple migrant. Voilà avec quoi ils ont joué. Vous imaginez le cynisme. Et donc, en fait, François Hollande, il a vu ça. Et tout à coup, en 2011, Terra Nova, le think tank, comme on dit maintenant, pond une note de refondation idéologique de la gauche. Il s'agit, en fait, de substituer à la coalition historique qui était centrée sur la classe ouvrière, une nouvelle coalition historique qui est centré sur la diversité, les minorités, le féminisme et le boboland. Le bobo face au beauf. Voilà. Et ça marche. Et il est élu grâce à ça. C'est-à-dire qu'il a substitué un électorat à un autre électorat. Et donc, c'est là qu'il est héritier et devancier. Et en fait, là, qu'est-ce qu'ils ont fait, les autres, le nouveau Front populaire ? Ils ont prolongé Hollande. C'est-à-dire, on ajoute les quartiers islamo-wokistes, on ajoute l'université des coloniales, on ajoute donc le transgenrisme, etc. Donc on ajoute aux minorités des nouvelles minorités. Mais l'idée de François Hollande, elle est toujours là, et du think tank Terra Nova. Il faut dire aux téléspectateurs, parfois Philippe doit faire ses développements tout seul pendant que nous on rigole, parce que vous avez inventé donc think tank, vous dites, pour dire think tank, et quelques semaines après avoir inventé Oui, mais vous savez, j'ai un point commun avec François Mitterrand. Allez-y.
François Mitterrand, quand il allait à l'étranger, il me l'a raconté. Il m'a dit, moi, je parle jamais une autre langue que la langue de Molière. Ah bah écoutez, alors vous êtes pardonné. Voilà. Vous êtes pardonné, Et monsieur. quand j'étais petit, mon père me disait, surtout, veille à pas bien parler anglais. Eh ben vous avez... Par contre, ta langue, oui, parle-la bien. Eh ben écoutez, vous le faites à la perfection, cher Philippe de Villiers, parce qu'un Fing-Fang, moi je ne connaissais pas. Mais je me suis entraîné Mais- pourtant. Mais... Mais c'est pas mal, hein Et le nouveau Front Populaire, c'est une regarde, il va me dire, c'est vraiment le franchouillard. Ah oui. Ouais. c'est Tiens, bien. petite Il parenthèse. sait même pas dire think tank. Et quand je parle de ça, là, en fait, il y a un truc qui me revient. Bernard-Henri Lévy, à l'époque, il dit, avec sa revue Globe, tout ce qui est bourré, béret, baguette, accordéon, Bignou. bignou, nous êtes étrangers, nous sommes cosmopolites. Oui, bien sûr. Ah, ils ont fait les malins. Bernard-Henri Lévy, je voudrais bien savoir ce qu'il pense maintenant. Hein. Il n'était pas à la manif devant l'hôtel de ville. Ah oui, parce que là, il doit se dire, je me suis bien planté, mon mec. Parlons à présent d'Emmanuel Macron, parce qu'en décidant de dissoudre l'Assemblée nationale, le président de la République, Philippe de Villiers, a plongé le pays dans une incertitude aux conséquences lourdes. Et la défiance des Français vers le chef de l'État grandit de jour en jour, à tel point que pour la première fois depuis 2016, Emmanuel Macron est absent de la quasi-totalité des affiches de campagne. Gabriel Attal est lui en première ligne et a pu cette semaine prendre le pouls de ces Français excédés par le président de la République. Regardez cette séquence, écoutez attentivement ce qu'ont pu dire certains Français au chef du gouvernement. Parce que vous êtes bien. Mais il faudra dire au président qu'il ferme sa gueule. Voilà, c'est tout. C'est une élection législative. Comprenez. On vote pour le Premier ministre. Oui. Voilà. Non, comprenez-moi, vous êtes bien, vous avez été même très bien dans l'éducation nationale. Pour l'instant, ça va bien, mais alors le président, c'est lui qui nous fout dans la merde. C'est tout. Allez, et bon courage. Les prochaines élections, vous avez qu'à remplacer le président. Non mais là, vous savez, c'est une élection législative. Oui, c'est un peu juste. Voilà, c'est parfait. Madame, pourquoi vous préférez le Premier ministre au Allez, président on de la avance, République arrêtez-vous. Parce que le président de la République, c'est pas un politique. Il n'a pas de métier politique. Il fait des coups tout seul. Et on en peut plus. Non, mais... Geoffroy Lejeune. Deux questions en une, Philippe. Comment expliquez-vous ce rejet qu'on constate aujourd'hui? Et pensez-vous qu'on assiste à la fin du macronisme? Écoutez, quand il était à l'île de Saint, moi je pensais aux révoltés du Bounty dont je vous ai parlé la semaine dernière. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, il y avait Édouard Philippe qui le passait par-dessus bord. Et le jeune Premier ministre qui a dit j'ai été nommé par Macron et maintenant je serai renommé par vous, par les électeurs. Donc là, il est à la nage, le pauvre. Mais il faut dire qu'il l'a fait fort. Vous vous souvenez de la phrase à l'île de Saint? Il a dit, avec un ton jubilatoire, je leur ai lâché, j'ai dégoupillé une grenade dans les jambes, et maintenant on va voir comment ils se débrouillent avec. C'est-à-dire qu'en fait, il était là sur l'île à sous-peser les extrêmes, comme il dit. Dans sa balance de Roberval, il fait du marivaudage politique. Vous savez ce que Voltaire disait de Marivaux? Il pèse des œufs de mouche dans des balances de toile d'araignée. Et lui, il continue à s'amuser. Et en fait, il regarde les flammes. Il a allumé l'incendie dans la ville. Et il évoque Lamartine, en fait. Le honte à qui peut chanter pendant que Rome brûle, sauf s'il a l'âme, la lyre et les yeux de Néron. Donc c'est fini. Parlons du Rassemblement national à présent qui fait, Philippe de Villiers, la course en tête. Le camp de l'Union nationale pourrait ne pas obtenir en revanche la majorité absolue. Et sans cette majorité absolue, difficile de mener à bien une refonte du pays, surtout dans un contexte économique que l'on connaît. Jordan Bardella prévient, c'est la majorité absolue, sinon rien. Écoutez. J'ai l'ambition d'être Premier ministre. Premier ministre à la tête d'un gouvernement d'union nationale qui sera formé sur une majorité absolue. Si demain, les Français plaçaient le pays dans une situation de majorité relative, c'est-à-dire dans une situation de blocage avec un Premier ministre qui n'aurait pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale, lui-même en situation de cohabitation, alors on ne pourrait pas changer les choses. Donc moi, je dis au peuple français, il y a une occasion historique d'inverser le cours de l'histoire, de changer la politique dans notre pays et de changer de cap. Mais pour cela, moi, j'ai besoin d'avoir une majorité absolue. Et donc, je n'envisage pas d'être le collaborateur du président de la République. Geoffroy Lejeune. Qu'avez-vous pensé, Philippe, de cette déclaration? Est-ce qu'il a raison de dire ça? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est au contraire risqué?
Non, il a raison, parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et je vais vous dire pourquoi, c'est très simple. La majorité absolue, c'est 289 députés. S'il n'a pas la majorité absolue, il est soumis chaque matin, chaque soir, en tant que Premier ministre, avec son gouvernement, à l'hypothèse d'une motion de censure. Les autres se coalisent et ils déposent une motion de censure, et il saute. Et il ne peut pas réussir s'il est en majorité relative. Alors déjà, en majorité absolue, ça va être compliqué. Pourquoi ? Parce que nous sommes devant ce qu'on appelle à Bruxelles une polyarchie délibérative. Voilà ce qui est devenu la Ve République. C'est-à-dire qu'en fait, il est face à 3 gouvernements. Il y a le gouvernement d'Emmanuel Macron, parce qu'en temps de cohabitation, Emmanuel Macron, il a l'article 5, il préside le Conseil des ministres, il peut signer ou pas signer, c'est pas un notaire, et il peut bloquer, il peut tout bloquer. Alors vous me direz, ah oui, mais c'est pas le cas, parce que historiquement, ça n'a pas été le cas avec Mitterrand, Mitterrand avec Chirac et Chirac avec Jospin. Oui, parce qu'ils étaient rééligibles. Mais là, un président qui finit son bail, il peut tout bloquer. Et il peut s'amuser même à tout bloquer. Ce sera pour lui un exercice ludique. Le deuxième gouvernement, c'est le gouvernement des juges théocrates. Les cours suprêmes, qui vont s'en donner à cœur joie. Donc ça va être compliqué, parce qu'elles peuvent, les cours suprêmes, bloquer les lois et règlements, notamment en matière d'immigration, etc. Et le troisième gouvernement, on l'oublie souvent, mais on a tort, c'est l'État profond, comme on dit aux États-Unis. L'État profond, c'est la haute fonction publique, c'est les cadres de l'éducation nationale, c'est le troisième tour social, c'est les médias, évidemment, etc. Et donc, en fait, face à ces 3 gouvernements, pour qu'ils puissent gouverner, il faut qu'il ait la puissance de feu. Voilà. Et en fait, en cet instant, je pense à une confidence que me faisait Michel Debré. Michel Debré me dit, la Ve République, elle est née d'un constat. On ne va pas recommencer l'instabilité de la 3e et de la 4e, où c'était le législatif qui l'emporte sur l'exécutif. Il faut maintenant que ce soit l'exécutif qui l'emporte sur le législatif. On appelait ça le parlementarisme rationalisé. Or, tout a sauté avec le quinquennat. Parce que le quinquennat, c'est un régime américain. Et souvenez-vous de Nicolas Sarkozy qui avait dit, à juste titre à l'époque, conformément aux nouvelles institutions, François Fillon, c'est mon collaborateur. Et donc, il a doublement raison, Jordan Bardella, de dire, sans majorité absolue, j'y vais pas, et je veux pas être le collaborateur d'Emmanuel Macron. Sinon, il fera rien. Est-ce que ça veut dire que la seule solution, Philippe de Villiers, à vous écouter, c'est en cas de non-majorité absolue, c'est la démission pour le président? Alors, on peut examiner les hypothèses. Première hypothèse, il nomme un gouvernement de techniciens, comme ils l'ont fait en Italie avec Mario Monti. Ça dure ce que ça dure, jusqu'à la motion de censure. Deuxième hypothèse, il dissout, mais il ne peut pas dissoudre avant 1 an. Article 12 de la Constitution. Troisième hypothèse, il utilise l'article 16, mais il n'est pas fait pour ça. C'était 1961 pour le putsch des généraux, donc là, on n'est pas du tout dans ce cas-là. Ce serait un coup d'État. Et enfin, dernière hypothèse, effectivement, c'est la démission. Alors, il y a un cas dans l'histoire célèbre. Macron, ça rime avec MacMahon. Et quand Gambetta interpelle un banquet de Lille le 15 août 1877, MacMahon en disant le jour où la voix de la France va faire entendre son écho intime et ultime, il n'y aura qu'une solution, se démettre ou se soumettre. Avant-dernière thématique, Philippe de Villiers, il nous reste 2 minutes pour cette thématique-là. Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur les Républicains, qui a accusé Éric Ciotti d'avoir pactisé avec le diable et qui ont réussi à trouver des arrangements avec Renaissance dans plusieurs dizaines de circonscriptions. La semaine dernière, à l'occasion du 80e anniversaire du discours de Bayeux du général de Gaulle, voilà ce que disait Gérard Larcher, le président du Sénat. Dans le contexte actuel, la dignité fait partie de l'attitude que l'on doit avoir. C'est ce qui permet de dépasser les arrangements partisans pour rechercher l'intérêt de la France et faire les choses sur le fond. LR, canal historique, Philippe de Villiers se réclame encore du gaullisme. Ce rattachement historique est-il, selon vous, à cette heure
légitime. Et comment voyez-vous son avenir? Très rapidement. Alors, au début, 1958, il y a l'UNR, puis après il y a l'UDR, après le RPR. C'est un parti qu'on pourrait appeler aujourd'hui souverainiste et identitaire. Maastricht arrive. À côté de ce parti-là, il y a l'UDF, qui est un parti libéral et européiste. Maastricht arrive et à Maastricht, il fusionne. Et c'est l'UMP, Chirac-Juppé. Et dans l'UMP, il y en a un qui donne son corps et l'autre qui donne son âme. Le RPR donne son corps, c'est-à-dire les militants, à 6 heures du soir dans le métro, et l'UDF donne son âme, sa ligne. Et donc le parti devient libéral et européiste. Et ça change tout parce que du coup, les gaullistes, les souverainistes identitaires, ils partent ailleurs. Mmh. Et puis 2017 arrive, et là, en fait, les deux filiations se séparent. L'ancienne filiation, c'est-à-dire souverainiste et identitaire, part au Rassemblement national et dans la coalition nationale qui est en train de se former en ce moment. Donc il n'y a plus de place pour LR. Et les autres LR, il y a une autre filiation qui les accueille, c'est le parti, la Macronie, qui est un parti libéral et européiste. Donc entre les deux filiations, libérales et européistes d'un côté, souverainistes et identitaires de l'autre, il ne reste plus de place pour LR, si un parti croupion. Philippe de Villiers, la semaine dernière, vous aviez marqué les téléspectateurs en vous adressant aux Français qui doutent, qui s'inquiètent de cette situation ô combien complexe et historique pour le pays. Et ce vendredi soir, vous souhaitez parler de cette nation qui est en train de se défaire et vous voulez vous confier confidence aux jeunes Français sur la nation. Qu'est-ce qu'une nation, Philippe de Villiers? Oui, je voudrais m'adresser aux jeunes Français parce que on entend parler de la France comme un pays d'ayant droit. On n'entend plus parler de la nation. Qu'est-ce qu'une nation? Et moi, je voudrais leur dire, il faut que vous sachiez ce qu'est une nation et vous sachiez pourquoi il faut l'aimer. En fait, il faut relire Renan, qui a un mot merveilleux. Une nation, c'est un principe spirituel, c'est une âme, un principe spirituel. Une nation, c'est un legs de souvenirs qu'on partage et qu'on entretient. Une mémoire commune qu'on transmet comme un rêve féerique qui chante en soi comme une romance. Or, que voit-on en ce moment? Il n'y a plus de transmission. Et on promène une jeunesse errante comme des plantes d'hébétude qui promènent leurs étourdissements dans l'air du temps. En fait, vous, les jeunes générations, vous êtes orphelines de la France parce qu'on a tué le roman national. Et vous vivez un véritable mémoricide de la nation. La nation, c'est une mémoire commune. On vous en a privé. La nation, c'est un art de vivre. Un art de vivre à la française. Quand j'étais jeune, j'ai eu la chance de tomber sur une miniature du XVe siècle qui représentait la France sous la figure idéale d'un jardin de paradis. J'en ai parlé déjà quelques fois, mais j'y reviens. La France, jardin de paradis, c'est merveilleux. Et ça m'a enchanté, en même temps, je ne comprenais pas. Et j'ai fini par comprendre, au bout de 20 ans, les allégories qui étaient sur cette enluminure. La première allégorie, c'était un palice d'osier armorié qui faisait le tour. En fait, c'était l'idée du précaré de Vauban. Pourquoi? Parce que le jardin de paradis, il est convoité. C'est un jardin de convoitise, il est menacé. Et donc, s'il n'a pas de frontières, il disparaît. Quelle actualité. Et puis, après, il y avait la domina, l'image de la courtoisie, le pays inventeur de la courtoisie, la France, l'allégorie de l'élégance française. Et puis, sur le côté, il y avait l'arbre sec qui refleurit. C'est l'arbre sec de la Bible. C'est le peuple historique qui va chercher en lui-même les sèves nouvelles pour garder vivant le pied-mère. Or, aujourd'hui, cet art de vivre, il est pris dans une tenaille, avec le wokisme qui cherche à nous déculturer et
l'islamisme qui cherche à nous reculturer, si vous me passez le néologisme, c'est-à-dire à nous acculturer à d'autres souvenirs, d'autres rêves qui ont leur noblesse, mais qui ne sont pas de notre civilisation. Une nation, c'est aussi et surtout une culture, c'est-à-dire une langue. Cette langue, en fait, elle est devenue un acte littéraire au défilé de Roncevaux. C'est là qu'elle est née, la France, le sentiment national, avec 3 notes d'un corps qui s'éteint. C'est le verbe musical. La France, c'est le verbe musical. La France est née d'une chanson de gestes. Et moi, je dis aux jeunes qui nous regardent, gardez précieusement ce souvenir-là et relisez Chateaubriand. Parce qu'il arrive qu'un peuple meurt, qu'une langue meurt avec le peuple qui meurt. Chateaubriand qui dit « Des peuplades de l'Orénoque n'existent plus. Il n'est resté de leur dialecte qu'une douzaine de mots, prononcés à la cime des arbres par des perroquets redevenus libres. » Alors moi, aux jeunes Français, je dis ceci. Revendiquez la France. Demandez qu'on vous la raconte. N'acceptez jamais, jamais qu'on la défigure, qu'on la mutile. Et puis, j'oserais ajouter, allez partout où elle existe encore. La France, c'est un vase de cristal serti d'un liseré d'or. Le vase de cristal, c'est ce qui rend un son d'une pureté infinie. L'universalisme français. Et le liseré d'or, c'est votre amour. L'amour que vous mettrez à goûter, à écouter, en tapant d'un doigt sur le cristal lustral. Cette tonalité intime qui nous est enviée par le monde entier. Moi, je vous dis une chose. Si vous voulez qu'on sauve notre pays, faites pas comme les générations précédentes. Elles ont négligé la France. Elles ont cru que c'était un pays d'ayant droit. Non, la France est beaucoup plus que ça. Ce sont nos patries charnelles. Soyez amoureux de la France. Tombez amoureux de la France. Une nation, c'est un lien amoureux. Refaites un peuple amoureux. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Moi, je vais vous faire une confidence. Très tôt, grâce à mon papa, à ma maman, à mes professeurs, à tous ceux qui m'ont guidé, je suis tombé amoureux de la France. Je mourrai dans ses bras. Merci Philippe de Villiers. Merci beaucoup. Merci Geoffroy Lejeune. Je vais tout dire aux téléspectateurs. En préparant cette émission, vous m'aviez dit « Laissez-moi 5 minutes ». Je pensais que ça pouvait être un peu trop long. J'aurais pu vous écouter des heures. Merci à tous les deux.